Alors, avant toute chose, bonjour à toutes et à tous, hein. Moi, je tiens à vous remercier, pour votre présence, hein, sachant que les agendas de chacun sont bien chargés, donc c'est d'autant plus agréable de vous savoir parmi nous ce matin. Alors juste en termes d'organisation, donc les, micros et caméras sont coupés, hein, pour tous les participants. Et vous pourrez néanmoins nous poser des questions dans le fil de conversation Teams, au fil de l'eau, et on les traitera à l'issue de voilà, du webinaire. Alors soit par réponse, alors soit vous les soumettez dans le fil de conversation, on pourra ouvrir également les micros, à l'issue s'il y a besoin d'être dans un échange un peu plus direct. Alors, la thématique du jour, je vous la rappelle, mais c'est effectivement la dépendance à votre système d'information, confronté à la gestion des risques IT, hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez, bien en tête dans le planning. Alors, vous aurez, dans la présentation de ce webinaire, Benoît, hein, que vous voyez avec moi, donc qui est responsable technique infogérance, basé sur la région, Bretagne. Donc certains doivent sans doute le connaître parce que, vous êtes en contact direct avec lui. Et puis, pour ma part, qui suis au commerce et à l'organisationnel, plutôt basé sur la région centre. Alors le sommaire, donc rapidement, vous aurez une présentation du groupe. Bon, la plupart nous connaissent bien, mais il est toujours important de rappeler nos différents métiers. Et après on rentrera dans le vif du sujet avec, la définition de la dépendance des métiers face aux risques IT. On identifiera les sources de risques, dans le cadre des systèmes d'information. On évaluera également les impacts sur vos différentes activités, hein, que ce soit PME, mais également collectivité. Nous ferons une introduction sur tout ce qui est plan de continuité d'activité informatique et plan de reprise d'activité informatique. Alors pour certains, c'est des notions bien connues, mais il est important de rappeler certains fondamentaux. Nous évoquerons également les réponses que nous pourrons apporter aux risques, et de manière graduelle. Et nous ferons également, une introduction au NIS2, hein, qui est en fait une directive européenne, sur, la cybersécurité. Alors certains connaissent peut-être, mais c'est quelque chose qui est apparu courant 2024 et on fera une introduction sur cette thématique-là. Et à l'issue, comme je vous le disais, nous ferons un échange constructif sur les questions qui pourront arriver, compte tenu des différentes thématiques évoquées. Alors, qui sommes-nous rapidement? Heu, pour beaucoup, vous nous avez connus au nom de nos entités, nos anciennes entités, j'allais dire, hein, OMR, Dactyl, Médis, CTV, Sirène et Spascom. Alors vous voyez que pour certaines, il y a quasiment 100 ans d'existence, pardon, et pour la plus récente, c'est malgré tout 20 ans d'existence, donc une vraie, expérience dans nos différents métiers. Et début 2024, nous avons souhaité regrouper ces différentes structures à travers 4 entités, métiers, donc que sont Veflit Infogérance, qu'on représente aujourd'hui, Veflit Sûreté, Veflit Gestion et Veflit Télécom. Alors, cette démarche, elle avait avant tout, une volonté d'avoir une meilleure visibilité, commerciale et puis également de regrouper nos entités par métier. Alors nos métiers, en l'occurrence, beaucoup vous nous connaissez, mais, le socle, aujourd'hui et qui est, de plus en plus incontournable, c'est la cybersécurité. À travers une équipe dédiée, hein, en cybersécurité interne, hein, qui travaille avec nos équipes terrain, avec notre équipe infogérance. Mais c'est vraiment des experts en cybersécurité parce que c'est un métier vraiment, alors pas émergent, hein, parce que, on est sur le sujet depuis des années, mais ce sont des, experts vraiment, avec des certifications, avec des labellisations très, précises. Ensuite, le métier de l'infogérance et du cloud. Bon là, vous nous connaissez plus largement sur cette couche-là, à travers, les solutions d'infrastructure matérielles, des solutions de services type contrat d'infogérance, contrat de service, managé, des solutions également d'hébergement, cloud et puis de solutions de sauvegarde externalisées, de plan de reprise d'activité. Bon, on pourra dérouler ces points-là lors de la présentation.
Le troisième métier, c'est le télécom. Alors le télécom à travers de la fourniture de liens télécoms, mais également de solutions d'interconnexion de sites, également des solutions de téléphonie, à la fois on-premise, mais également des solutions de téléphonie hébergée, type 3CX et Alcatel. Le quatrième métier, alors quand je dis quatrième, on va dire par rapport à mon déroulé, mais il n'y a pas d'historique particulier par rapport à ça. Ce sont les applications de gestion, à travers un fort partenariat avec Sedge, sur des solutions de gestion commerciale, facturation, comptabilité, solutions RH, gestion de trésorerie, pilotage d'activités d'entreprise. Donc là, plutôt dédié aux PME, hein, pour les collectivités qui sont présentes sur le webinaire, bah, ça ne les concerne pas directement, parce que là, on n'est pas sur de la compta M14, on est vraiment sur de la compta privée. Et puis le dernier métier, qui est la sûreté, où là, on va avoir des solutions de vidéosurveillance, mais surtout de vidéoprotection urbaine. Donc là, intéressant dans le cadre de nos clients collectivités. Et ces métiers, bah, sont guidés à travers 4 valeurs, hein. Alors, il y a plus de valeurs que ça, mais clairement, on en a identifié 4 et des valeurs fortes qui sont la satisfaction client. Alors même si ça peut paraître être une banalité, mais aujourd'hui, la satisfaction client, on la met au-dessus de tout, dans le sens où, bah, vous êtes notre raison d'être, hein. Quelque part, on existe parce que vous êtes là. L'expertise, bah, je l'évoquais dans le cadre de la cybersécurité, mais dans tous nos métiers, nos équipes sont soumis à des formations, des labellisations, des certifications fortes parce que, bah, on s'improvise pas, hein, dans ces métiers. Vous le savez pour ceux qui sont DSI, et qui participent à ce webinaire, c'est important d'avoir ces expertises et ces qualifications. La troisième valeur, c'est l'esprit d'équipe. Alors ça, c'est également, indispensable parce que vous voyez, on a différents métiers et on est amené à travailler, conjointement sur quelquefois des dossiers, communs. Application de gestion avec l'infogérance, cybersécurité avec le télécom et donc cet esprit d'équipe, il est vraiment fort. On a en plus une approche multigénérationnelle. On a des historiques dans le groupe et puis des forces un peu plus récentes, forces vives. Donc ça donne une vraie dynamique de groupe et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis la proximité parce que, ben, on est avant tout un acteur local, sur nos différentes régions et ça permet d'avoir, une relation très, très forte avec nos clients, on est dans un métier, potentiellement virtuel et on met malgré tout l'humain, au cœur de nos relations, tant avec les équipes techniques qu'avec les équipes commerciales. Et pour parler de proximité, eh bien, vous voyez, on a notre couverture géographique qui est plutôt sur la région Centre et Grand Ouest, à travers 13 agences, hein, et puis 22 départements couverts. On est rarement à plus d'une heure de nos clients. Alors à la fois pour des questions de réactivité, technique et puis de proximité commerciale, puis de connaissance du tissu économique local. Voilà. Le dernier point sur cette présentation, j'évoquais les certifications la thématique du jour, elle s'appuie quand même sur la sécurité et aujourd'hui, on est labellisé expert cyber par l'État français, ce qui nous donne alors à la fois, une crédibilité sur certains marchés, mais également ça nous oblige, sur notre qualité de service et puis sur les certifications qui nous sont imposées. Voilà. Donc là, bah, maintenant, je vais laisser la main à Benoît qui, lui, va pouvoir, intervenir sur le déroulé précis et technique, de la thématique du jour et puis, bah, n'hésitez pas à, réagir, dans le fil de conversation et derrière on répondra à toutes vos questions. Donc Benoît, à toi de jouer. Merci Cyril pour cette présentation précise et complète. Effectivement, donc on va démarrer dans le vif du sujet. Tout d'abord sur la présentation de la dépendance des métiers au système d'information. Donc aujourd'hui, ça ne vous échappe pas, les entreprises et les collectivités sont bien évidemment de plus en plus connectées et le risque accroît
grandement avec cette dépendance au numérique. Ce que l'on constate comme changement notable pour les PME et pour les collectivités, c'est que le paysage technologique a vraiment évolué, on peut même parler de mutation, à une vitesse vraiment presque effrénée sur ces quelques dernières années. Qu'est-ce que l'on rencontre? Les outils orientés cloud se multiplient. Il est difficile de gérer l'interopérabilité entre l'ensemble des outils, des technologies. Derrière, il y a également des risques nouveaux assez forts, voire très forts, qui sont liés à la cybersécurité. C'est une composante qu'aujourd'hui on ne peut plus nier. On aura l'occasion d'en reparler régulièrement au travers des différentes slides à venir. Ce que l'on constate également comme changement, c'est la notion d'improvisation, alors mis entre codes bien sûr, mais voilà, les dirigeants et responsables aujourd'hui ne peuvent plus, ou en tout cas devraient limiter cette notion de construction de leur système d'information au fil de l'eau. On retrouve des contraintes assez fortes liées à l'interconnexion, que ce soit physique, applicatif ou des process. Il faut rentrer dans une gestion, une réflexion beaucoup plus globale pour maîtriser l'ensemble des flux, gérer et avoir ce recul sur les droits d'accès, qui accèdent à quoi? Le fait d'avoir différents systèmes à gérer, que ce soit en local, dans le cloud, en mode SaaS chez des éditeurs, ben, c'est autant de sources de gestion de droits d'accès. Et également avoir cette notion de continuité d'activité hein, qui fait partie intégrante du sujet qu'on traite aujourd'hui. Derrière tout ça, attention, il y a, on va dire, un prix de façade et il peut y avoir des coûts cachés parce qu'on n'a pas vraiment abordé le sujet d'une manière plus globale. En tout cas, on n'a pas souhaité le faire dans un premier temps. Ensuite, la cybersécurité, hein, ce sont vraiment des enjeux majeurs dont on veut rentrer dans une gestion dite de maturité du système d'information. Il est important de développer la culture sécurité, vigilance, auprès des collaborateurs, donc au sein de l'entreprise, de la collectivité. Un point qui est très très important, lié justement à cette notion de gouvernance et de l'intégration des outils. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au final, euh, là la phrase est notée comme ça, la maîtrise est plus importante que la qualité des outils eux-mêmes. En d'autres termes, vaut mieux avoir des outils qui soient plus simples, plus abordables, mais que l'on soit en maîtrise de ça, que ce soit processé, que ce soit documenté, et qu'on s'appuie sur des outils plus simples. Il sera toujours temps de faire évoluer les outils plus tard. Il ne faut pas compter sur les outils forcément pour aller chercher cette notion de maturité. Je vais vous présenter quelques exemples de process métiers vulnérables avec leur dépendance et conséquences. Donc on en a quatre en tout, quatre exemples. Donc c'est vraiment non exhaustif bien sûr. Essaye d'être un peu dans la représentativité de vos activités. Tout d'abord, côté gestion des stocks et des approvisionnements, donc le principe Possibility, c'est d'avoir la visibilité et l'état en temps réel. Donc cette notion de temps réel est très importante, pardon. C'est de pouvoir également, bien sûr, gérer les commandes, anticiper les besoins, les évolutions sur les afflux de stock, etc. Donc les conséquences, si jamais ces métiers sont attaqués sur leur fonctionnement, ça va générer des ruptures de stock, des retards dans les livraisons, tout ce que ça projette comme conséquence.
Sur d'autres métiers plus transverses ou principales, hein, selon l'activité, sur la partie comptabilité et finance, on va retrouver évidemment des difficultés liées à la gestion financière de l'entreprise, la facturation, des obligations légales. Et cette notion d'être dans la capacité à facturer, très vite, on peut se retrouver en difficulté financière. Le fait de ne pas pouvoir payer des fournisseurs, on a des encours, des LCR, mais c'est limité dans le temps. Si on n'est pas dans le respect de ces délais de paiement, toujours le rationnel qu'on peut faire jouer, mais ça peut avoir des conséquences voilà, sur des fournisseurs qui peuvent ensuite perdre confiance en votre société et réduire les encours et les LCR à venir, quoi. D'autres exemples de process métiers qui sont vulnérables légalement sur la partie vraiment interne back-office au niveau des ressources humaines, ce qu'on attend de ce process, c'est d'avoir évidemment le paiement des salariés, donc au travers des fiches de paie mensuelles, c'est gérer les recrutements, c'est avoir toute la partie conformité réglementaire sur l'interne, sur les déclarations qui sont réglementaires. Derrière, ce qu'on va avoir comme conséquence, potentiellement, voilà, c'est des retards dans le traitement des payes, des données du personnel qui sont inaccessibles et qui peuvent être nécessaires et demandées soit par les autorités publiques ou par le salarié. Un autre process qui est transverse souvent à l'ensemble, c'est tout ce qui est moyen de communication. Donc, on va retrouver les plateformes traditionnelles, classiques, hein, téléphonie, la partie messagerie, email et messagerie instantanée qui est de plus en plus utilisée, ainsi que toutes les plateformes de collaboration. Donc derrière, collaborateurs injoignables, donc que ce soit pour de l'interne ou bien sûr vis-à-vis de clients ou d'usagers, des difficultés pour coordonner les équipes. Donc on est vraiment sur un tronc assez névralgique aujourd'hui. Un schéma pour vous présenter et symboliser cette dépendance. Donc, on retrouve au centre système d'information. Donc là, avec des exemples de process métiers, comme la gestion des fournisseurs, suivi de commandes, les appros. Donc, c'était le premier exemple. Donc ça regroupe les flux et process métiers. On va retrouver à droite, pardon, en rouge, les éléments extérieurs qui vont venir agresser le système d'information, les pannes de type matériel, système, les cyberattaques et les erreurs de données. Une application qui plante, une mise à jour qui se passe mal. Donc ça, ce sont les risques. Et les risques sur vos flux process métiers, ça provoque des impacts et des conséquences. Là, ça reprend ce qu'on avait vu dans le premier exemple. Donc, il est important de mesurer sa dépendance au système d'information. Pour ça, on vous présente des étapes clés. Les petites fautes, on a 6, hein, il y a 2 fois 4, je viens de m'en apercevoir, excusez-nous. Donc, on va d'abord rentrer dans une étape d'audit du système d'information. L'objectif étant plutôt d'aller chercher l'identification des points faibles et avec leurs risques potentiels. J'ai mon petit pointeur laser qui m'embête. Hop, pardon. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans une analyse des processus métiers, de chacun des processus métiers qui ont été audités. L'objectif étant de définir une cartographie
des applications et de vos flux et de vos process métiers. Donc c'est simplement donc on met à plat les équipements, on vient rajouter la partie euh, système d'information avec la partie comment dire localisation des serveurs, que ce soit en local, en cloud ou hébergé en mode SaaS. Et on va identifier par machine les différentes applications et on vient mettre des interactions entre tout ça. Voilà, voilà, grossièrement comment se définit une cartographie. Pour chacun de ces process métiers, on va venir évaluer les risques face à des agressions, voilà, présentées sur le slide d'avant, tels que les risques cyber, les pannes. On va venir ensuite identifier les indicateurs de performance liés à l'efficacité, à la disponibilité de ce que vous avez déjà en place. Donc là, sur cette étape 4 en bleu, nous avons du coup un peu le parallèle entre ce que vous avez déjà mis en place et ce qu'il faudrait ensuite mettre en place. Et ça, c'est complété par l'étape 5, mais là en vert, qui est l'intégration pardon, des salariés, de vos employés qui ont une connaissance vraiment très opérationnelle des flux et des process métiers. Et ça permet vraiment de les impliquer dans cette mesure de la dépendance. Et ensuite, en dernier point, on apporte une réponse au travers d'un PCA, d'un plan de continuité d'activité. Et l'objectif étant de venir évaluer et de mesurer ensuite l'efficacité de ce plan de continuité d'activité. Bien sûr, la méthode elle peut être relativement simple ou complexe. On va venir l'adapter à la structure. Si on a voilà, une structure euh, avec moins de 50 salariés ou personnes, euh, usagers d'informatique, hein, ça va dépendre de la structure, mais voilà, c'est à peu près un ordre d'idée. On va réaliser un audit qui se veut beaucoup plus léger, qu'on va adapter et s'orienter vers les flux, les métiers principaux. Très ancré sur les usages réels et on va aller répondre à des notions de risque les plus forts, les plus probables, en vue de mettre en place une sécurité qui va être vraiment minimum pour aller préserver les principaux métiers pour la survie de l'entreprise. Si on est sur une structure voilà, beaucoup plus importante, à titre indicatif, c'est 1250, mais ça peut être 300, 400, voilà, c'est pas fermé, mais ça permet un petit peu d'orienter. On va rentrer dans une démarche plus cadrée, on va approfondir l'audit, on va rentrer dans une cartographie plus précise pour bien mesurer l'interaction entre les flux. La mécanique des flux étant beaucoup plus complexe, souvent les services sont découpés, il y a beaucoup plus d'interaction entre les personnes et entre les services. Donc c'est important d'avoir cette cartographie. On va rentrer dans une analyse plus poussée sur les coûts, l'étude des bénéfices-risques, et aller chercher une sécurité qui se veut plus forte, plus optimale. Donc après cette étape d'identification en lien avec les flux métiers, on va aller sur les sources au niveau des risques IT. Ou un adage, souvent on le reprend, tout le monde, enfin, beaucoup de personnes maintenant le connaissent, à travers nous, à travers d'autres, hein. Mais en tout cas, c'est important de le rappeler que l'information, la donnée est un actif. Donc c'est un actif important, peut-être même plus important aujourd'hui qu'hier, certainement même, et possède une valeur. Et du coup, on se doit de le protéger.
Les risques, ils sont vraiment nombreux aujourd'hui. Que ce soit des risques, c'est des exemples hein, liés à des catastrophes naturelles, des inondations, des tempêtes, ouragans. On peut avoir des risques liés à de la malveillance, la cybercriminalité, les attaques, les risques d'alimentation électrique ou télécom. Voilà, il y a toutes sortes de risques qui, selon l'activité, la localisation de la société ou de ses différentes filiales ou agences, ben, peut être différent. C'est vraiment à adapter à chacun. Ce qu'il en ressort vraiment aujourd'hui dans notre contexte, et on va dire post-Covid, on a constaté vraiment une flambée de, des risques liés à la cybercriminalité. Donc plus le risque est fort, généralement plus la probabilité est faible. Ça, c'était vrai sur les principaux risques que l'on a vus avant, sauf pour les risques cyber, où le risque est vraiment fort et la probabilité est également forte. Au niveau des constats, aujourd'hui, les enjeux sont vraiment importants. Les activités euh, peuvent être interrompues, perturbées, plus ou moins fortement. Ça va entraîner une incapacité à fournir les services, soit sur l'interne, soit aux clients, soit aux usagers. Et ça, c'est au mieux. Qu'est-ce qui se passe au pire? Bah, au pire, c'est vraiment l'incapacité à redémarrer les activités et de fournir les services. Donc là, on va vraiment parler de perte d'activité. En plus, on peut avoir de la perte de données qui peut être irrécupérable ou obsolète si on devait restaurer la donnée qui est trop ancienne. Des Et là, conséquences sur les... Oui. clairement, Benoît, ça, c'est des situations qu'on a pu voir à travers des prospects, à travers des situations locales, hein. On n'est vraiment pas sur des thématiques générales, hein. Ça, Non. c'est pas notre quotidien, mais pas loin, quoi. Donc, Mm. c'est pas des vues de l'esprit, hein, pour rassurer Mm. tout le monde. Et je pense que tout le Mm. monde en a conscience, hein. Oui, oui, il n'y en a pas dans la politique de faire peur, hein. C'est vraiment la Ouais. sensibilisation Mm. et d'évoquer effectivement ce qui n'est pas un quotidien, bien heureusement non plus, c'est pas l'apocalypse, mais Mm. on a quand même tous les semaines quelques cas de clients ou de prospects qui vont avoir à faire face à ce genre de situation. Et plus on va mettre des moyens en place, ben, on va quitter la zone du pire pour être dans la zone du mieux. Ben, plus on va aller anticiper, gérer les risques, ben, plus on va rentrer dans une logique de continuité d'activité. Exactement. Bon, la prise de conscience, elle devient quand même de plus en plus forte, mais elle reste insuffisante. Donc, c'est plus d'un tiers des entreprises qui ont déclaré ne pas avoir de plan de continuité d'activité en place. Donc là, je parle de PCA, pas de PCAI, hein, c'est bien de plan de continuité de l'activité de l'entreprise, de la structure. Et pour autant, il y a malgré tout un manque de sérénité, parce qu'il y a une prise de conscience sur les impacts en fait qu'il pourrait y avoir en cas de sinistre. Donc ça, c'est une étude hein, qui a été réalisée auprès de 500 entreprises françaises, donc étude 2022 qui a été publiée en 2023. Les chiffres commencent à un petit peu dater, mais il y a pas plus récent et on reste quand même dans ces chiffres-là aujourd'hui, à peu près. On va rentrer maintenant dans la présentation de l'évaluation des impacts sur votre activité. Une autre valeur qui est quand même relativement marquante, donc sur 100 entreprises qui ont subi un sinistre majeur, n'ayant pas de plan de continuité d'activité, donc c'est presque la moitié qui ne redémarre jamais. Pour celles qui arrivent à redémarrer, bah, il y en a 29 qui ferment dans les 2 ans qui suivent. Donc c'est vraiment
des marqueurs qui sont quand même très très forts. Euh, J'avais d'autres statistiques qui étaient plus sur la partie États-Unis. Là, c'était une étude par rapport aux impacts sur les catastrophes naturelles. Et on retombe sur ces chiffres-là, où c'est 40% des entreprises qui ne redémarrent pas après avoir subi une catastrophe naturelle. Les impacts, quels sont-ils? Donc là, c'est un résumé un peu des impacts. L'année dernière, on avait organisé un webinaire qui était beaucoup plus orienté sur les risques et on était entré dans un développement de ces différents impacts. Là, c'est vraiment une présentation pour rappeler qu'est-ce qui va venir frapper l'entreprise, la collectivité, euh, s'il y a vraiment une perte, une rupture d'activité. Bon, à peu près tous les impacts vont finir par avoir une conséquence financière, directe ou indirecte. Selon l'activité, on va pouvoir constater des problèmes judiciaires, juridiques. Les notions de réputation peuvent également rentrer en ligne de compte selon son activité. Pour différentes natures, hein. Si on a une activité qui est très exposée sur le digital, le fait de ne pas pouvoir fournir un service, si cette incapacité traîne dans le temps, ben, ça peut nuire à la réputation, ou de manière beaucoup plus immédiate, si on est sur du vol de données ou qui pourrait avoir un préjudice pour les clients qui vous ont confié un certain nombre de données. Un autre impact qui peut être important, c'est celui du savoir-faire. Souvent, celui-là, c'est le plus difficile à estimer, mais si on a un outil de production avec des process métiers très spécifiques, le fait de perdre ça, cet acquis, ça peut être compliqué pour se relever. Et évidemment, après, la notion de productivité, il faut rattraper le temps perdu. Là, c'est possible. Un focus sur le coût d'une cyberattaque. Donc là, c'est une étude menée en juin 2023. Le coût d'une cyberattaque est d'environ 60 000 euros par cyberattaque. Ce que l'on constate, c'est qu'on va avoir des coûts indirects qui sont plus forts que les coûts directs. Et on a un exemple récent, hein, Benoît, d'une cyberattaque chez un de nos prospects dans le Cher, en l'occurrence, où ils sont à plus de 120 000 euros là, cumulés, hein, en coûts directs et indirects. Et une PME de 40 salariés, hein. Et c'est le mois dernier, hein, donc on est sur des chiffres, Ouais. sur du concret parce que c'est du vécu chez nous, hein. Oui, ça reste des estimations, hein, bien Ouais, sûr, ouais. ça Non, non, dépend mais de tout à fait, hein. l'activité, mais C'est oui, oui. Non, mais c'est vraiment du concret. Par contre, ouais, ce qui est à peu près immuable, c'est que les coûts indirects sont sont supérieurs. tout le temps plus supérieurs Ouais. aux coûts directs. Ouais. Qui est responsable, in fine, de la sécurité informatique, euh, pour la protection des systèmes d'information? Euh, Évidemment, le PDG est le responsable de la structure, par délégation le DSI, ou par également délégation auprès du PDG ou par sous-traitance, par les prestataires ont une part, ont une forme de responsabilité contractuelle ou de devoir de conseil. Donc nous, en tant que prestataire de services, on est confronté à ces enjeux de responsabilité. Donc c'est vraiment notre lot quotidien que d'apporter voilà, du conseil et des réponses et d'être autant que possible dans l'anticipation auprès de nos clients. J'ai juste rapidement vous présenter cette partie de comment évaluer la perte d'exploitation.
C'est des sujets qui sont plus ou moins complexes, mais il y a des petites règles de calcul. Il y a deux méthodes, mais celle-là est basée sur le chiffre d'affaires. Là, si on prend l'exemple d'une entreprise qui fait à peu près 5 millions de chiffre d'affaires annuel, donc ramené sur le coût journalier moyen qu'elle produit 20 000 euros. Dans l'exemple, on a l'activité qui est réduite de moitié. Le coût d'exploitation, de la perte d'exploitation, serait de 10 000 euros par jour. Donc ça peut vraiment vite monter. L'autre méthode, ça serait plutôt basée sur les coûts directs liés aux frais de personnel, au loyer, aux charges diverses. Donc là, il n'y a pas de chiffres à présenter là-dessus. C'est vraiment lié à la spécificité de chacune des entités. En termes de réponse face à ces risques et puis pour faire en sorte que les activités et les process métiers continuent de fonctionner lorsque des risques surviennent, bah, il y a des solutions, bien sûr, qu'on peut mettre en place. Donc, c'est deux notions importantes, qui sont les plans de continuité d'activité et le plan de reprise d'activité. Donc là, on va rentrer dans une présentation sous forme voilà, d'introduction avec quand même un peu de matière. Mais, il y avait un précédent webinaire qui traitait le sujet et vous pourrez le retrouver sur nos plateformes digitales. Je vous ai mis par ailleurs, je te coupe Benoît, j'ai mis dans le fil de conversation le lien Hum, sur les replays de nos différents webinaires. hum, hum. Merci, Cyril. Comme je l'indiquais tout à l'heure, donc il y a deux notions, la notion de PCA, donc qui est vraiment propre à l'activité globale de l'entreprise. Et dans le cadre de cette démarche de PCA, on va venir bien sûr traiter de l'activité informatique qui va venir répondre sur toute la partie digitale. Donc l'objectif du PCA, c'est de maintenir les fonctions critiques en cas de perturbation. Euh, il s'active, en tout cas, il est opérant pendant et après un incident. Et les objectifs, c'est bien sûr de continuer l'activité des services, de réduire autant que possible les impacts qui vont être qu'on a vu précédemment, et d'être dans une démarche proactive. Très important, cette notion de proactivité. Alors le principe, un petit schéma, un petit peu dynamique. On retrouve notre timeline avec la notion de production sur un incident. Le PCI se déclenche automatiquement. L'incident est résolu. La crise est compensée par le PCI. C'est totalement transparent. Voilà, c'est le schéma de principe. Ensuite, on retrouve la notion de plan de reprise d'activité. Donc là, pour bien comprendre, on a une rupture de l'activité et on vient effectuer une reprise. Donc là, on restaure, dans la définition, on vient restaurer le système d'information après une interruption. Donc ça, au travers d'un ensemble de procédures et de mesures techniques et organisationnelles éventuellement. Donc on se concentre sur une reprise rapide après un incident et ça peut être gradué. On va d'abord démarrer les activités critiques et ainsi de suite. Faut garder en tête cette petite animation du bouton poussoir où j'ai vraiment cette symbolique de déclencher la reprise d'activité. Vraiment très important de garder ça en tête. Avant, on était sur des moyens de continuer l'activité, continuation d'activité. Là, on est vraiment sur je décide de déclencher à un instant T le mode crise de reprise d'activité.
Dans les objectifs, bien sûr, il faut effectuer des tests, restauration et priorisation, ça on l'a dit. Si on reprend notre schéma avec la timeline, on est en mode production, pas d'incident, tout se passe bien. Un incident arrive instantanément si on n'a pas de PCA ou si le PCA ne couvre pas le risque. Qu'est-ce qui va arriver immédiatement? On va se retrouver avec la perte possible de données et en tout cas une perte d'activité. La restauration des services ne sont pas possibles après analyse. On décide. Quand je dis on, c'est une organisation, c'est un comité de pilotage, de réunion de crise avec les parties prenantes côté client, avec le prestataire, et on décide, voilà, la restauration des services et la restauration des données ne sont pas possibles. On doit enclencher le plan de crise et la reprise d'activité. Donc on appuie sur ce fameux bouton poussoir, entre guillemets, et on déclenche le démarrage du plan de reprise d'activité. La production, elle redémarre, elle peut être en mode dégradé, pas, ça dépend des moyens que l'on veut mettre pour faire repartir cette production. Donc on est bien sur un déclenchement manuel PRI. La crise, elle est compensée. L'incident est résolu. On repasse en mode production. Néanmoins, il va falloir basculer de la partie production en mode dégradé sur le PRI vers la production. Donc là, on peut retrouver une perte d'activité. Ou pas, ça va dépendre des moyens techniques, technologiques que l'on met en place. Mais voilà, dans le schéma de principe, on peut avoir cette perte d'activité. Pour faire le lien avec notre précédent schéma sur la dépendance au système d'information, donc on retrouve nos flux et nos process métiers, on retrouve nos fameux risques qui vont venir attaquer le système d'information, toujours nos impacts. Maintenant, ce qu'on va avoir, les solutions. La notion de PCAI et de PRAI qui va venir euh, sauver, sauvegarder le système d'information. Il y a des réponses face à l'ensemble de ces risques. Ces réponses se veulent être graduées et adaptées. L'adage, avant tout, pour être secouru, il faut être secourable. Donc il faut avoir une prise de conscience, il faut mettre en face des moyens, il faut avoir la volonté de mettre en place des moyens de secours et d'embarquer les parties prenantes, les salariés avec nous. Il y a plusieurs réponses techniques. Donc, on retrouve les notions de PCI, PRAI, et un autre terme qui apparaît là, c'est les plans de sauvegarde, PSI. Donc, concrètement, le plan de sauvegarde, voilà, faut respecter des règles, ces fameuses règles du 3, 2, 1, 1, 0, on en parlera tout à l'heure. Il y a des notions d'immobilité pour venir protéger l'intégrité des sauvegardes. Les sauvegardes peuvent être en local, chez vous ou dans le cloud. Les notions de plan de continuité d'activité, il y a des technologies qui permettent de répondre à ces services-là. On peut l'avoir en local également ou on peut le mettre dans le cloud. Les notions de plan de reprise d'activité, pareil, c'est des moyens techniques qui sont dédiés à ça. Et ça peut être également en local ou dans le cloud, au travers d'un DRaaS, un Disaster Recovery as a Service. Les plans de réponse ne sont pas efficaces selon les types de risques. Donc dans cette matrice, au niveau des colonnes, on va retrouver les différents types de risques catalogués en 4 parties. Les agressions, on va dire, externes au système d'information, ou celles qui sont internes, et les risques qui sont logiques,
plutôt applicatifs, et ceux qui sont physiques. Sur la première ligne, le plan de sauvegarde, lui, son objectif, c'est vraiment la protection des données. En dernière ligne, le PRAI, l'objectif, c'est la reprise de l'activité suite à un incident. Peu importe les types de risques, ces deux moyens de réponse sont adaptés pour couvrir l'ensemble des risques. Mais ces deux moyens techniques, ces deux moyens de réponse n'apportent aucune réponse pour assurer la continuité de l'activité, qui doit être réalisée par d'autres moyens. Voilà. Après, ce qui est important, c'est qu'on voit que le maintien de l'activité, le PCI, face à des risques logiques, il n'est pas, opérationnel, ça ne porte pas. Si la donnée elle est corrompue à la source, ben, vous allez avoir des mécanismes de réplication et ces données corrompues vont se répliquer. VFleet apporte des réponses technologiques au travers des moyens d'hyperconvergence que l'on peut mettre chez vous en local. Alors, les points là sont, pour l'instant, c'est normal. C'est pas un test de Cognitif. vision. C'est ça. VFleet travaille donc avec une solution logicielle qui s'appelle Sterwin, qui fait de l'hyperconvergence et qui permet justement, voilà, vous allez retrouver la cohérence des points par rapport à ce tableau. La notion de PCA donc, peut être apportée par l'hyperconvergence. Et l'hyperconvergence, bah, c'est de mettre en place des serveurs avec des données, enfin avec du stockage, pardon. Et ces serveurs-là, avec la virtualisation, bah, on va les positionner à des endroits stratégiques. Et plus on va les distancier géographiquement, bah, plus vous allez étendre le nombre de risques euh, pour lesquels vous allez vous protéger. Si on est dans une salle et qu'on met deux serveurs dans la même salle, bah, finalement, vous allez vous protéger contre les pannes matérielles. Première colonne avec le point bleu en plein qui se trouve en bas. Si vous avez deux salles mais sur le même site, bah, on va avoir une protection partielle contre tout ce qui est lié à l'environnement des salles informatiques, incendie, vandalisme, les catastrophes naturelles, etc. La dernière colonne, voilà, on est sur un PCA, ce qu'on appelle étendu, sur deux sites ou plus, où là, on va aller chercher une réponse complète à l'ensemble des risques, sauf à la notion de cyberattaque, où on va devoir compléter un PCA par des plans de reprise d'activité, des plans surtout de sauvegarde de la donnée. C'est ce que j'indique ici. La cyberattaque, pour avoir une protection efficace, il faut mettre en place un plan de sauvegarde ou un PRI. Le cloud, attention, c'est une réponse qui peut être une bonne réponse, mais il faut en avoir aussi conscience des limitations. Un hébergeur, quel qu'il soit, n'est pas responsable de la sauvegarde ni de la protection de vos données. Si on ne fait pas attention à ça, on va se retrouver avec une protection contre des principaux risques, mais leur probabilité qu'ils arrivent est plutôt faible. On va parler d'explosion, d'incendie, tempête, catastrophe naturelle, etc. Donc le risque qu'ils arrivent, la probabilité est très faible, mais leur impact est quand même très fort. Et face à ces risques-là, ben, si vous n'avez pas mis en œuvre de moyens de sauvegarde, si vous n'avez pas l'hébergeur qui le fait pour vous, ben, vous êtes vraiment vulnérable. Data center OVH qui brûle, plein de clients d'OVH n'avaient pas sauvegardé les données. Ils pensaient que c'est l'hébergeur qui le faisait pour eux. Ceux qui n'avaient pas mis en place de moyens de sauvegarde, ils ont perdu leurs données.
Alors, VFleet, on apporte vraiment une réponse multirisque. En tout cas, on est dans force de proposition, non pas proposer pour proposer, mais pour répondre à des attentes pragmatiques. Aujourd'hui, ben, les principaux risques, en plus de ceux qu'on a vus avant, ben, c'est l'attaque virale, les attaques de la cybercriminalité, les malveillances, ça peut être aussi l'erreur humaine, les fameux bugs logiciels hein, qui sont aussi de plus en plus courants. Les développeurs vont de plus en plus vite pour développer et les éditeurs mettent de moins en moins de moyens. En tout cas, ils veulent aller vite pour mettre des produits sur le marché, donc il y a aussi pas mal de bugs. Donc malheureusement, il faut s'en protéger. Chez Vfleet, on prend conscience de tout ça et on va vous proposer des solutions qui s'adaptent à vos métiers. Au niveau des réponses, là, c'est un exemple. Comment graduer la réponse en fonction des risques et des besoins. Là, dans cet exemple-là, le cadre violet, on va se dire, bah, pour l'ensemble des activités, l'ensemble des process métiers, bah, je vais apporter une sauvegarde à la fois locale et externalisée, donc en dehors de mes bâtiments. Et celle qui sera externalisée, je vais la rendre immuable par un mécanisme. Ce qui fait que ma donnée, elle ne pourra pas être agressée par un cyberattaquant. Donc, quoi qu'il arrive, au moins, pour l'ensemble de mes activités, j'aurai une sauvegarde de mes données qui sera inaltérable. Donc, au pire du pire, j'ai toujours mes données. Ensuite, pour les activités liées à la production, on va mettre en place un plan de continuité d'activité en local, après ben, sur une salle, deux salles ou plusieurs sites. Là, c'est en fonction de ce qu'on souhaite et évidemment de la typologie de la structure. Et pour les activités qui sont vraiment les plus critiques, je vais souscrire à une forme de plan d'emploi d'activité externalisé. Donc, je me dis, je pars du principe que ben, j'ai un dégât majeur qui survient dans les locaux de l'entreprise, au-delà de l'activité, et je veux pouvoir reprendre mon activité. Donc, je m'appuie sur une solution dans le cloud et on se connectera à distance sur cette plateforme. Et l'ensemble de mon activité, là, ce serait que les risques critiques, enfin les activités critiques, mais en tout cas, ces activités-là vont pouvoir reprendre. Voilà. Là, c'est un exemple assez pragmatique et qu'on retrouve assez régulièrement et qui a plutôt un bon écho. Malheureusement, les risques sont en constante évolution. Donc, depuis plusieurs années, hein, on parle de la fameuse règle de sauvegarde à 3-2-1, donc d'avoir trois copies différentes des données sur deux supports différents, dont une sauvegarde qui soit hors site. Cette règle-là n'est plus suffisante, donc il faut apporter euh, le point 1 qui est l'immuabilité. C'est en plus d'avoir une sauvegarde qui soit inaltérable. Et le 0, ben, qui est le test, les tests permanents, ou en tout cas le plus fréquent possible, de restauration des données pour s'assurer qu'il n'y a aucune donnée corrompue dans les sauvegardes. Certains sinistres majeurs nécessitent vraiment d'avoir en place cette règle de sauvegarde. Les risques très graves d'incendie, de cyberattaques. Les cyberattaques, c'est vraiment très vicieux parce qu'on est sur des attaques qui sont souvent construites sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Ce qui veut dire qu'on peut avoir dans les sauvegardes, dans les jeux de sauvegarde, déjà des backdoors qui sont présentes. Euh, si on a subi une cyberattaque, on va restaurer les données. On va restaurer les données avec le système, mais on va aussi restaurer avec les backdoors. Donc on pourrait être à nouveau attaqué après restauration. Donc c'est très important de s'assurer que les sauvegardes ne soient pas elles-mêmes corrompues.
Un autre exemple de réponse avec les plans de sauvegarde et de reprise d'activité. On imagine, on est multi-site. Le siège, c'est le site A, on a une agence, le site B, ou ça peut être un site de service technique, médiathèque, chacun adaptera. Euh, et on va avoir plusieurs types de réponses en termes de plan de sauvegarde. Des sauvegardes sur NAS, des sauvegardes dites immuables, sauvegardes en ligne, sur bande, ou des sauvegardes hors site, tout simplement. Notion de plan de reprise d'activité, qu'il soit local ou hors site. Le site A, c'est mon siège, c'est là où je concentre toute ma donnée. J'ai le maximum de salariés qui se trouvent sur ce site-là. J'ai une très très forte dépendance à mes données, à mon système d'information. Donc je mets vraiment le maximum de moyens. Je coche toutes les cases. Et je prévois même un PRA hors site. Mon site B, c'est une agence, ça peut être un bureau d'études. J'ai des données, j'ai des plans qui restent en local pour des raisons pratiques et c'est de la grosse volumétrie. On va assurer des plans de réponse qui sont vraiment adaptés au travers d'un backup sur NAS ou des backups en ligne. On peut aussi avoir un angle de vue qui soit lié au plutôt process, métier, pour faire le rapport, le lien avec vraiment notre sujet qu'on traite aujourd'hui. On va se dire, bah, la partie administrative, je vais apporter des réponses. Euh, et pour la partie production, je vais apporter d'autres réponses qui sont un peu plus poussées et je vais aussi mettre par exemple du PRA en site. Donc là, ce sont des exemples. Et quand on parlait tout à l'heure d'études, d'audit, bah, en définitive, on va venir voilà, apporter des réponses en fonction des moyens que vous souhaitez mettre en place. Très rapidement, le NIS 2, le temps passe, mais essayer de tenir le timing. Donc le NIS 2, c'est une donc, directive européenne, Cyril le disait tout à l'heure. L'objectif, c'est que l'Europe se protège en apportant donc une notion de protection et de sécurité au niveau de la souveraineté européenne. Et pour ça, on va demander aux collectivités et aux entreprises, aux activités euh, essentielles, de mettre en place une forme de conformité. Alors Benoît, j'ai mis pour info le lien dans la conversation également sur le NIS 2. D'accord. D'accord, merci. Donc aujourd'hui, elle est en vigueur depuis le 18 octobre 2024. Ça met un peu de temps à démarrer, hein, comme, voilà, à chaque fois, c'est une nouvelle norme, comme le RGPD hein, qu'on a connu, mais bon, on y va petit à petit. Donc il y a 18 secteurs d'activité qui sont recensés. Et ensuite, deux types d'activités, les activités dites essentielles et les activités dites importantes, anciennement les OIV. Derrière ça, il y a une notion de conformité, il y a une notion d'obligation vers l'ANSSI. Si vous êtes catalogué, référencé comme entité essentielle ou importante, vous allez avoir euh, des obligations sur la gestion des risques, de mettre en place des mesures pour vous protéger et pour gérer les risques. Et ensuite, si vous êtes attaqué, vous avez des incidents, un incident, bah, vous devez le déclarer à l'ANSSI. Vous êtes dans l'obligation de le faire. Si vous ne le faites pas, des sanctions financières sont prévues. Donc c'est jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Et si, bon, ça c'est plus dans le cadre de grandes multinationales, mais si vous avez des activités mondiales, ben, c'est sur 2% du CA mondial. Le NIS 2, c'est pour qui? Donc là, c'est le lien que Cyril a mis en ligne. Donc, il y a un simulateur avec tout un tas de questions, hein. C'est vraiment simple à remplir. Je vous invite à faire le test. Et en définitive, ça vous dit, soit vous n'êtes pas concerné par la NIS 2, soit dans l'exemple qui s'affiche, bah, vous êtes
entité essentielle. Vous pouvez être aussi en UI. Question de conclusion et de questions-réponses, je laisse la main à Cyril. Merci Benoît pour cette présentation, à la fois technique et très imagée. Donc, je pense que ça a parlé à beaucoup de monde parce qu'on avait un public diversifié d'experts informatiques et puis d'autres avec une vision un peu plus large. Alors, en résumé, ben, vous avez compris que nous, on peut vous accompagner sur cette thématique-là, mais il revient quand même à vous de la responsabilité de vouloir engager. Cette démarche, en identifiant les risques, l'intégrer hein, dans votre gestion d'entreprise donc, ou de collectivité, hein, la gestion du risque, et puis les réponses qu'on peut y apporter. Alors, elles sont graduelles, elles sont envisageables à travers des plans pluriannuels, parce que quelquefois, la marche à franchir est un peu importante. Donc les bonnes pratiques, bah, d'identifier les process métiers qui sont dépendants de l'IT, hein, ça vous l'avez vu et Benoît l'a bien imagé. Se protéger bah, face aux risques majeurs, alors par process hein, liés à vos activités. Documenter les process et tester les procédures, hein. Dans le cadre de l'infogérance, nous, on fait des tests de plan de continuité d'activité, des tests de PRA, et régulièrement, parce que bah, on doit mettre à jour également ces process en fonction de l'évolution de vos activités et des risques qui évoluent très régulièrement. D'accord? Et puis, petit résumé également sur le fait que le cloud, bah, c'est pas une réponse à tout, hein. Ça semble être une idée convenu que bah, dès l'instant où on héberge, on se désengage d'un certain nombre de responsabilités, mais il faut bien dissocier le contenant du contenu. Le contenu, il est de votre responsabilité. Et puis les services associés qui permettent de préserver et de s'assurer du bon fonctionnement bah, de vos données, bah, c'est des services qui vont pouvoir souscrire. Et nous, dans une approche, on va dire, d'externalisation, on est dans cette démarche-là. D'accord? Et on travaille clairement en mode projet sur ces approches. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui, on a évoqué les risques IT, les solutions qui en découlent, mais à travers vos métiers. On est toujours dans une approche pragmatique, et pas théorique. Chaque contexte implique une réponse, et c'est dans cette démarche-là où on travaille vraiment en mode projet, hein. Et vous nous connaissez sur d'autres métiers, et on a toujours eu cette approche, on va dire personnalisée. D'accord?